Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler d'un sujet assez sensible concernant l'affaire du MH370, à savoir la diffusion de l'information ou comment on peut vite se trouver entre désinformation et mésinformation. Pourquoi traiter ce sujet? Eh bien parce que le 12 avril 2025, j'ai été invité à participer à une table ronde à Toulouse sur la gestion des situations de crise dans le cadre des rencontres de l'esprit critique. Et j'ai partagé cette table ronde avec Chloé Debiève, qui est spécialisée sur la désinformation pour le ministère des Armées. Et j'ai notamment assisté à sa conférence sur le sujet. Et le parallèle avec le MH370 m'a paru tellement évident et je trouvais intéressant d'aborder l'affaire du MH370 sous cet angle, car on reproche régulièrement aux autorités malaisiennes ou autres de faire preuve de désinformation dans cette affaire, mais la désinformation ne se situe-t-elle pas à un autre niveau, et notamment au niveau des médias? J'entends par là les médias mainstream, réseaux sociaux, internet, etc. Alors le sujet pourrait nécessiter des heures si je voulais tout traiter. Dans sa conférence, Chloé Debiève a dit une phrase qui a résonné très fort en moi dans le cadre du MH370, qui est « Ce qui compte aujourd'hui n'est plus ce qui est vrai, mais ce qui est cru ». Dans la guerre de l'information, la perception l'emporte toujours sur la réalité. Une phrase de David Colomb tirée de son ouvrage « La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits ». On pense souvent, à tort, que la manipulation de l'information concerne uniquement les acteurs étatiques, et dans le cas du MH370, que la Malaisie, voire plus largement les États-Unis, ont manipulé les informations pour faire croire à une version plutôt qu'une autre. C'est ce qui est largement colporté en France par Florence de Changy et Guylain Watrelot, qui relaient abondamment ces théories. Mais cette manipulation de l'information ne s'étend-elle pas à d'autres acteurs que les États dans le cas du MH370 ? Les choses ne sont pas aussi ambiguës qu'elles n'y paraissent sur cette affaire, ou que certaines personnes veulent nous faire croire. Le but de ces actions sur l'information est d'agir sur le cognitif, à savoir influencer le cerveau des autres pour casser la capacité à analyser correctement et de manière impartiale un événement en l'amenant progressivement à douter de tout, mais pas de ce que l'interlocuteur peut dire. Dans ce domaine, il faut donc faire la différence entre plusieurs formes d'information, comme l'a très bien expliqué Chloé Debiève. Donc on va donc voir plusieurs thèmes avant d'aborder justement vraiment le cas du MH370. On va voir donc quelques définitions. Tout d'abord, l'information. J'entends l'information avec un grand I. C'est celle que l'on recherche tous. Factuelle, mais surtout vérifiée. J'insiste bien sur ce dernier mot, vérifier. Car comme vous vous en rendrez compte, dans le cas du MH370, beaucoup d'informations ne sont pas vérifiées et pourtant diffusées largement dans le public, au point où celles-ci sont parfois considérées aujourd'hui comme des faits, ce qui est tout à fait faux. Comme je le dis souvent, à force de le répéter, cela devient une vérité. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est pour autant une vérité. L'information factuelle et vérifiée, c'est pourtant ce que l'on attend des médias et des journalistes. Sauf qu'en pratique, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont certains médias traitent l'information, se contentant parfois de la relayer sans prendre le temps de la vérifier. La mésinformation, c'est la diffusion de faux sans conscience du caractère erroné ni de la volonté d'induire en erreur. Typiquement, c'est l'utilisation de ce qu'on va appeler un idiot utile, qui n'a pas conscience que l'information qu'il relaie est fausse, un phénomène largement utilisé par les réseaux sociaux où chacun peut relayer des tweets ou des informations car il les pense fiables, ce qui crée parfois un buzz. Le problème est que cela amplifie la visibilité de ces mauvaises informations, participant à la déformation des faits et de la réalité. Et c'est clairement ce que l'on observe dans le cas du MH370, où chacun peut avoir l'impression de connaître la vérité,
parce qu'il a lu un livre ou vu des documentaires, et que ça lui permet de s'arroger le droit de se considérer comme un connaisseur sans même avoir épluché le moindre rapport officiel d'enquête. La malinformation, c'est le détournement du vrai pour nuire ou porter préjudice. Et j'ajouterai aussi dans le but de susciter une réaction. Pourquoi ? Car c'est selon moi ce qu'utilise Ghislain Wattrelos, comme on le verra un peu plus loin. Il y a là potentiellement une volonté de nuire, mais pas nécessairement une pleine conscience que l'information que l'on diffuse est fausse. Et cette attitude peut servir un intérêt ou des intérêts qui peuvent être tout aussi variés. La désinformation. Dans le cadre de la désinformation, le caractère inexact et mensonger de l'information est parfaitement assumé, dans le but de nuire ou de cacher une réalité. C'est cela qui est reproché par certains acteurs aux autorités malaisiennes. Quel que soit le mode opératoire, le but de certaines personnes est de gagner la bataille des perceptions et des opinions. Soit pour gagner du crédit, de la notoriété, ou tout simplement pour vendre plus de livres, et donc parfois à des fins d'enrichissement personnel. Alors comment arriver à faire la part des choses dans le cas du MH370 ? C'est loin d'être aussi facile que ça n'y paraît. Et ce que je vais dire ici ne conviendra pas nécessairement à certaines personnes. Ça, c'est certain. Je vais donc donner plusieurs exemples d'informations sur le MH370 pour vous montrer comment elles ont pu être déformées, volontairement ou involontairement, pour donner au final une perception très différente de la réalité d'origine. Il ne sera pas possible de passer au crible toutes les informations et certains me reprocheront certainement de ne pas avoir abordé une plutôt qu'une autre ou de ne pas avoir pris, pour exemple, des informations provenant du gouvernement malaisien. Oui, parce que je ne vais pas parler du gouvernement malaisien ici. Je vais prendre des exemples provenant de 4 personnes extérieures à l'enquête, officielle, je parle, à savoir Marc Duguin, Jeff Wise, Ghislain Wattrelos et Florence de Changy, pour vous montrer que cette méthode de manipulation de l'information n'est pas l'apanage des gouvernements uniquement. D'autant que certains d'entre eux ont été clairement informés du caractère erroné, voire fallacieux, de leurs déclarations publiques. C'est pourquoi ce sont de bons exemples pour illustrer le thème de la vidéo. Mais vous pourrez trouver d'autres exemples. Cette vidéo n'a pas pour but de pointer, comme je l'ai dit, toutes les informations incorrectes. Cela, je l'ai déjà largement traité dans bon nombre de vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne. Donc je vous invite à vous référer à ces vidéos, notamment celles où je débunk la série Netflix et également le livre de Florence de Changy. Alors on va commencer par une première information qui va vous montrer clairement comment ça a été déformé. C'est le cas souvent assumé du demi-tour caché pendant 5 jours. Une information qui revient régulièrement sur le devant de la scène, particulièrement en France, c'est justement le fait que les autorités malaisiennes auraient caché pendant 5 jours le demi-tour de l'avion avant d'en parler publiquement. Une information qui est largement répétée par Florence de Changy et régulièrement reprise par Ghislain Wattrelos dans ses interviews, c'est un élément récurrent pour eux pour pointer du doigt les autorités malaisiennes. Et ça n'est pas faute de se battre depuis plusieurs années en ce qui me concerne pour démontrer que cela est totalement faux. Ça a été justement la base d'un ras-le-bol en ce qui me concerne qui m'a poussé à publier sur ma chaîne YouTube les vidéos des conférences de presse qui ne laissent aucune ambiguïté sur le fait que les Malaisiens en avaient parlé en conférence de presse dès le 2e jour. Et ce, tous les jours qui ont suivi. Il y avait d'ailleurs même un communiqué de presse qui a été fait le lendemain de la disparition, en fin de journée, où justement on en parle. Alors pourquoi Ghislain Wattrelos et Florence de Changy disent-ils cela s'ils ont conscience que ça n'est pas vrai ? Ou plutôt, pourquoi Ghislain Wattrelos reprend ce que Florence de Changy affirme ? Il faut comprendre cela dans la perception que ces deux personnes ont des premiers jours de la disparition. D'abord, Florence de Changy est arrivée au 5e jour de la disparition
sur place, et notamment présente parmi les journalistes lors de la conférence de presse des autorités malaisiennes au 5e jour. Elle n'était pas présente les jours précédents et n'avait donc pas assisté aux précédentes conférences de presse. Et elle arrive à un moment où la piste des 2 Iraniens avec des faux passeports se dégonfle car la veille, Interpol avait tenu une conférence de presse pour détailler l'identité de ces 2 Iraniens et qu'ils les ont clairement écartés. Certains journalistes qui s'étaient enfermés dans cette piste terroriste vont alors faire la découverte que les Malaisiens cherchent aussi à l'ouest de la Malaisie, de l'autre côté de la Malaisie, à plus de 1000 km du lieu de la disparition initiale. Et c'est ainsi que naît cette suspicion sur les autorités malaisiennes, alors qu'elles en avaient parfaitement parlé dès les premiers jours et qu'elles avaient été totalement transparentes sur ce point. Donc Florence de Changy arrive dans cette ambiance-là, au niveau de la conférence de presse du 5e jour. Alors pourtant, de simples recherches pour étudier les conférences de presse précédentes auraient dû suffire à balayer ces doutes. Eh bien non. Pourtant, certaines informations que donne Florence de Changy pour d'autres éléments montrent qu'elle a bien fait ce travail d'aller voir les conférences de presse précédentes, puisque des informations proviennent de conférences de presse des jours précédents. Alors pourquoi ne retient-elle pas les affirmations des autorités parlant d'un demi-tour dès le 2e jour ? 2 possibilités à ça. Soit elle est passée à côté, ce qui est tout à fait possible, soit elle les a ignorées. Sauf que je ne peux pas valider la première possibilité, car j'ai tenté de lui faire remarquer, soit directement, mais elle ne m'a jamais répondu, mais aussi par l'intermédiaire de Guylain Watrelot. Là, je ne sais pas s'il lui a transmis ces éléments, et je sais aussi que d'autres personnes, comme Jean-Luc Marchand, lui ont fait remarquer cela. Au lieu de répondre, elle a fait la sourde oreille et continue de tenir le même discours encore aujourd'hui, ce qui me fait dire qu'elle ignore volontairement ces éléments qui sont en réalité des faits. Alors, craindrait-elle de perdre sa crédibilité ou reste-t-elle enfermée dans ses certitudes ? Ça, je ne saurais pas répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est très écoutée par Guylain Watrelot et qu'elle a trouvé en lui un relais fort de ses théories et notamment celle-ci, puisqu'il le dit pratiquement à toutes ses interviews, cette histoire que les Malaisiens auraient mis 5 jours pour en parler. Pourtant, comme je l'ai dit, je l'ai averti que c'était faux, Guylain. Je lui ai transmis les conférences de presse pour qu'il s'en rende compte, sans succès. Il fait une confiance aveugle à ce que peut dire Florence de Changy. Le problème est que Guylain a une image publique qui est forte et que le public, au travers de la compassion qu'il peut avoir pour lui et de ce qu'il a pu traverser, est fortement tenté de croire tout ce qu'il dit. Donc, ça impacte forcément les opinions. À quel point croit-il à son discours ? Ça, je ne sais pas. Certaines personnes pensent que c'est une façon de considérer que ses proches ont disparu pour une raison de secret d'État, une raison forte, plus forte qu'un simple suicide d'un pilote. D'autres pensent que c'est une façon de tenter de libérer la parole de personnes qui en sauraient davantage. Ça n'a pas été très concluant pour l'instant. Pourtant, Guylain Watrelot n'est pas quelqu'un qui manque de bagages techniques pour comprendre. Mais quand on ne veut pas comprendre et que l'on préfère se persuader d'une théorie, on est tenté de s'enfermer dans ses certitudes. Qu'a-t-il comme souvenir de ces 5 premiers jours dans cette affaire ? Une énorme douleur qu'il a isolée du monde réel pendant plusieurs jours, de l'incompréhension, de l'espoir, de la colère. Et cela, ça peut se comprendre. Or, tout cela ne fait que vous fragiliser et vous mettre à la merci de personnes pas toujours fiables. Il a fait le choix de croire Florence de Changy plutôt que moi qui l'aidais également. C'est son choix. Mais il est aussi de mon devoir de remettre les pendules à l'heure, même quand la malinformation vient de lui. Car oui, ce qu'il peut dire, c'est de la malinformation. Et pas que sur ce point. D'autres éléments sont inexacts. Je ne vais pas les aborder ici. Il s'est enfermé dans une théorie et il refuse de se remettre en question. Et vous pouvez lui mettre toutes les preuves sous le nez, cela n'y fera rien. Cela ne me poserait pas de problème si ce que Guylain Watrelot ou Florence de Changy affirmaient publiquement n'avait pas un effet de désinformation auprès du grand public. Sauf que c'est le cas.
Et je le constate très régulièrement quand certaines personnes abordent le sujet avec moi, ou encore dans les commentaires de vidéos YouTube lors des interventions de ces deux personnes, comme par exemple sur Legend plus récemment. Les gens ont une vision de l'affaire fortement influencée par ce que disent Guylain Wattrelos et Florence de Changy en France. Raison pour laquelle je réagis souvent pour corriger les propos qu'ils peuvent tenir. Non pas pour les contredire, parce que je n'en tire aucun plaisir de cela, mais parce que je considère que le public a le droit de connaître les faits qui sont ignorés derrière ces propos. Libre ensuite au public de se faire sa propre opinion. Autre sujet, les soi-disant 3 Russes à bord du MH370. Une information qui a été relayée par Netflix et notamment Jeff Wise. Le fait qu'il y avait 3 Russes à bord du MH370 est fausse. Il est intéressant de voir comment le contexte géopolitique actuel peut influencer le narratif du MH370, en voulant inclure le méchant russe dans une affaire qui n'a pourtant rien à voir. Mais quand on regarde la liste des passagers, il s'avère qu'il n'y avait pas 3 Russes, mais un seul, Nikolai Brodsky, qui était au siège 3K. Il voyageait seul en première classe. Quant aux 2 autres, ils ne sont pas russes, ils sont ukrainiens. Alors certains diront, ukrainien, russe, c'est la même chose. Je ne suis pas certain que l'on puisse dire aujourd'hui à un Ukrainien que russe c'est pareil, ou ukrainien c'est pareil que russe. Je pense que vous allez être reçu. Il s'agissait de Sergei Deneyka, que l'on voit ici à droite avec la veste en cuir, qui était place 27D, et de Oleg Schutztrak, qui était ici en t-shirt vert, siège 27E. Ils voyageaient ensemble. Alors, d'après leur famille, ils se connaissaient depuis leur enfance. Ont été dans le même lycée à Odessa, ils ont servi comme conscrits dans l'armée soviétique avant de monter une entreprise de vente de meubles. C'est justement l'objet de leur voyage en Malaisie, d'après les familles, puisqu'ils s'étaient rendus en Malaisie pour un salon de meubles avant de prendre le vol MH370 pour se rendre à un autre salon prévu quelques jours plus tard, à Guangzhou, en Chine. Ça, c'est ce que l'on sait, car ça provient des familles. Mais pour Jeff Wise, cela lui semblait louche et il remet en question cette version. Pour lui, leur passé militaire fait d'eux des coupables tout désignés pour sa théorie d'un avion détourné par la Russie, et particulièrement parce qu'il se trouvait sous le boîtier SATCOM, le SDU, c'est-à-dire le Satellite Data Unit, et que ça les aurait placés en position idéale pour le pirater. Alors déjà, il faut savoir que la possibilité technique de faire une telle chose depuis la cabine est totalement impossible, car le boîtier est inaccessible vu qu'il est derrière le plafonnier. Ce qu'il faut comprendre dans le raisonnement de Jeff Wise, c'est qu'il a une obsession à vouloir prouver qu'il y a eu piratage des données SATCOM. Pourtant, rien dans ce qu'il affirme ne le prouve. Il ne fait qu'insinuer alors même que la faisabilité technique est plus que discutable. Mais cela est suffisant pour convaincre certaines personnes. Mais Jeff Wise est allé plus loin dans l'enquête sur ces personnes. La fille de Sergei Deneyka avait posté 11 jours après la disparition du MH370 une photo sur Instagram avec un message de bon anniversaire à son père avec une photo. Et Jeff s'est mis en tête que ça pouvait être la preuve qu'il était toujours en vie, alors qu'il n'est pas rare que des personnes souhaitent des anniversaires à des personnes disparues. Guylain Wattrelos a d'ailleurs reconnu avoir continué à envoyer des messages SMS et laisser des messages vocaux sur les téléphones de ses proches disparus pendant plusieurs mois et même plusieurs années après leur disparition. Que la fille de Sergei Deneyka refuse de penser que son père soit mort, cela peut se comprendre. Mais Jeff y voit un indice, lui, qu'il serait potentiellement en vie, sans apporter la moindre preuve. De plus, il a enquêté sur la société de ces 2 Ukrainiens et y voit des choses pas tout à fait nettes. Ce qui, si ces infos sont correctes, laisse en effet dubitatif sur l'activité, mais de là à en faire des auteurs de cette disparition, ou comme il le pense, de potentiels espions soviétiques, ça reste bien maigre. Jeff n'a jamais apporté la moindre preuve de ce qu'il avançait, seulement des suppositions
est sous-entendu. Pas surprenant que la fille de Sergei Deneka ait refusé de lui parler directement, vu ce qu'il suppose de son père. Je rappelle la petite phrase de Chloé de Bièvre, « Ce qui compte aujourd'hui n'est plus ce qui est vrai, mais ce qui est cru. » Et on est en plein dedans. Tout comme Florence de Changy, qui, en visionnant ces images des caméras de sûreté de l'aéroport, y voit 2 personnes suspectes. Elle dit qu'elle y voit un physique de Marines ou de Navy SEAL. Comprenez par là des commandos américains. Est-ce que vous avez déjà vu la carrure d'un Navy SEAL ? Moi, je les trouve plutôt maigrichons à côté d'un Marine ou d'un Navy SEAL. Bon, soi-disant que leur ticket aurait été impossible à tracer par les enquêteurs. Et pour elles, si on devait prendre 2 personnes à bord de cet avion capable de le détourner, leur carrure correspond. Non mais sérieusement, la carrure est-elle un critère pour faire d'une personne un pirate de l'air ? Allez voir la carrure des pirates de l'Airbus de Air France 89-69 de Marignane en 1994. C'était loin d'être des mecs balèzes. Bref, en arriver à dire de telles choses, c'est tout simplement consternant de bêtises. Et cela sans la moindre preuve encore une fois. Florence de Changy serait capable de reconnaître des potentiels pirates de l'air juste à leur physique et à leur façon de marcher sur une caméra de vidéosurveillance. C'est qu'elle a raté sa vocation en finissant reporter pour Le Monde. Au final, dans toutes les informations concernant ces 2 Ukrainiens, quelles sont les informations correctes et vérifiées dont on dispose ? Uniquement ce qu'a dit la famille. Et c'est tout. Il faut être capable de faire le tri dans toutes ces informations et se poser les bonnes questions pour démêler l'information fiable et ce qui relève de la fabulation. Et pour cela, il est important de ne pas perdre de vue la vision que peut avoir la personne qui vous donne ces informations. Dans le cas de Jeff Wise, il cherche à tout prix, comme je l'ai dit, à établir un lien entre ces 2 Ukrainiens et sa théorie du piratage du SATCOM, et fait régulièrement la promo de son prochain livre qu'il a mis en campagne de financement participatif d'ailleurs. Il a même proposé une campagne de financement participatif en 2024, profitant de sa notoriété récemment acquise via Netflix, pour recréer le Flaperon et lancer un projet d'étude de dérive qui n'a pas abouti. Alors, on se demande d'ailleurs pourquoi faire une telle chose, puisque ça va à l'encontre de sa théorie. Même si sa campagne de financement n'a pas marché, a-t-il récupéré cet argent ? Je ne saurais le dire. Quant à Florence de Changy, son scénario ne repose pas sur un détournement, mais tout ce qui peut jeter le discrédit sur la théorie officielle est bon à prendre, et participe à noyer son auditeur et son lecteur dans un flot incessant de remises en question et de suspicions, au point où celui-ci y verra tellement d'invraisemblance que ça viendra le conforter dans ce qu'elle peut raconter. On est donc clairement en présence de mésinformations. Bien sûr qu'il peut être intéressant d'écouter leurs arguments, les arguments notamment de tout le monde, mais il faut savoir revenir à du concret, à de l'analyse factuelle et parfois technique pour soit démontrer la faisabilité technique, et que celle-ci peut être bancale, soit que les interprétations sont douteuses et non vérifiées, voire, il faut aussi le dire, invérifiables. On va maintenant parler d'un personnage assez emblématique de l'affaire du MH370, c'est Blaine Gibson. Il faut savoir que je n'étais en contact avec lui que depuis très récemment, en 2024. Alors, qui est Blaine ? C'est un homme à la retraite, un Américain, qui aime voyager pour profiter de sa retraite, et l'affaire du MH370 l'a passionné dès le début. Après avoir été en contact avec des océanographes australiens qui avaient fait une simulation de dérive de débris possible, il avait eu l'information que les débris pourraient échouer de l'autre côté de l'océan Indien. C'est ainsi qu'il a voyagé dans plusieurs de ces pays pour tenter de trouver des débris et est également entré en contact avec les populations locales qui pouvaient aussi trouver ce genre de débris. Il a su tisser des liens avec ces populations locales et retrouver un certain nombre de pièces. Mais cette dévotion va davantage alimenter les suspicions à son encontre de la part de certaines personnes. Assez tôt déjà, Ghislain Watrelot m'avait parlé de lui et du fait qu'il trouvait bizarre qu'il n'y avait que lui qui trouve des débris. Alors en réalité, ça n'est pas tout à fait exact, il n'y a pas que Blaine qui a trouvé des débris.
Mais quand des journalistes français préparant un reportage tombent sur des débris alors que toutes les autres équipes ne trouvent rien, forcément, ça alimente les doutes, et notamment de la part de Guillain. Blaine a alors été suspecté d'être, soi-disant, un agent de la CIA dont le but était de prouver que l'avion avait bien échoué dans l'océan Indien. Son investissement dans cette affaire et les relations qu'il a réussi à nouer avec plusieurs membres des familles en faisaient un mec louche selon certains. Pourtant, Blaine a toujours fait en sorte que les débris puissent être récupérés par les autorités malaisiennes. Mais l'accusation la plus ridicule, elle est venue de Jeff Wise, et d'une manière absolument lâche et déloyale, lorsqu'il l'a accusé publiquement, dans le documentaire Netflix, d'être potentiellement un agent russe. Alors après avoir été accusé d'être un agent secret américain, le voilà accusé d'être un agent secret russe. Simplement parce que Jeff Wise a voulu appuyer encore une fois sur une possible implication des Russes dans le détournement du MH370. Et que Blaine s'était rendu en Russie par le passé. Mais qu'est-ce que ces allégations prouvent ? Rien de rien. Jeff Wise s'est simplement permis de balancer publiquement des accusations mensongères sans avoir la moindre preuve. Suite à cela, il faut savoir que Blaine Gibson a disparu pendant plusieurs mois des réseaux sociaux, car il a subi un véritable déchaînement de haine et de violence à cause justement des accusations de Jeff Wise à la suite de la parution du documentaire Netflix. Enfin, j'appellerais même pas ça un documentaire. Je vous renvoie vers la vidéo pour voir ce que j'en pense. Et il a refait surface que ces derniers mois et filtre davantage les personnes avec qui il discute. Tout cela montre à quel point des informations fausses et mensongères peuvent entraîner des réactions dénudées de toute rationalité par un public qui n'a pas tous les éléments pour juger et prendre du recul. Blaine est très impliqué auprès des familles et fait partie des figures emblématiques de l'affaire du MH370. À son modeste niveau, les débris qu'il a pu recueillir personnellement et par l'intermédiaire des populations locales ont apporté des pièces au puzzle. Certes, cela n'a pas suffi pour connaître toute la vérité, mais elles y contribuent néanmoins. Et cet effort mérite d'être reconnu, et non qu'on le traîne dans la boue, comme ça a été fait. Moi aussi, je critique d'autres personnes dans cette affaire, comme je le fais notamment pour Florence de Changy. Sauf que je le fais en critiquant, c'est dire, pour rétablir la vérité et ouvrir les yeux au public. J'ai toujours dit qu'elle n'était pas compétente en matière aéronautique, mais qu'elle l'était certainement dans d'autres domaines. Alors oui, c'est une accusation personnelle, mais basée sur une observation factuelle, que personne ne peut me reprocher. Et pourtant, je n'ai jamais cautionné les insultes à son encontre. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai supprimé des dizaines de commentaires sur mes chaînes YouTube qui étaient insultants envers elle, car ça allait trop loin. On peut attaquer le discours et les positions d'une personne, mais pas la personne elle-même, surtout en l'accusant à tort ou en l'insultant. On va maintenant voir la piste de Diego Garcia. La théorie d'un détournement en vue de commettre un attentat sur la base américaine de Diego Garcia, une base américaine, est une théorie qui continue d'être véhiculée. Une théorie selon laquelle les Américains auraient abattu l'appareil lorsqu'ils s'approchaient de l'île et qu'ils le cachent depuis le début. Alors, popularisée en France fin 2014 par Marc Duguin, elle a convaincu un certain public dans l'Hexagone et notamment ceux qui ont une certaine méfiance à l'égard des Américains. C'est tellement convaincant de croire que les Américains en sont capables que ça en fait une théorie crédible aux yeux de certains. Pourtant, il faut faire remarquer que cette théorie ne vient pas de Marc Duguin. Au départ, c'était une théorie qui a été lancée par un média russe, notoirement connu comme véhiculant de la désinformation, et quelques jours seulement après la disparition de l'avion. Donc comme point de départ d'une enquête, il y a quand même plus fiable plutôt que ça. Marc Duguin n'a fait que la récupérer en la mettant en corrélation avec l'observation d'un avion faussement attribué comme étant le MH370 aux Maldives le matin du 8 mars 2014. D'autant plus qu'un objet supposé être un extincteur de Boeing 777 avait été retrouvé plus tard, justement aux Maldives, mais écarté rapidement par les autorités malaisiennes. Pourtant, bon nombre de personnes continuent de croire à cette piste des Maldives. Et notamment, bien sûr, de Diego Garcia, généralement, elles vont de pair, les deux.
Cependant, l'objet en question a été incorrectement identifié dès le départ, car quand on le compare à un extincteur de Boeing 777, il est vrai qu'à première vue, cela ressemble. Mais à y regarder de plus près, certains détails l'invalident facilement. J'en avais justement fait une analyse détaillée dans mon ouvrage pour le démontrer, notamment avec des images provenant des manuels de Boeing, pour montrer qu'il y a des différences et que ça ne correspond pas. Quant à l'observation des habitants, l'heure de l'observation était en totale incohérence avec l'autonomie connue de l'avion. En effet, le Boeing serait tombé à court de carburant plus de 45 minutes avant l'heure de l'observation, et ce, en considérant le temps de vol maximal le plus optimiste possible. L'avion en question a d'ailleurs été identifié par l'Independent Group et il s'agissait d'un Boeing 777 de la Saudi Arabia, qui n'était d'ailleurs pas un vol régulier mais un vol ponctuel. Même Florence de Changy a invalidé ça, mais elle trouvait un autre avion. Voilà. Malgré cela, certaines personnes ont tenté de faire coller les observations en imaginant un scénario encore plus fou. C'est le cas de François Renaud, auteur d'un ouvrage dans lequel il détaille sa théorie. J'avais d'ailleurs fait une interview avec lui. Si la première partie de son ouvrage concernant les preuves d'un détournement est tout à fait convaincante et correcte, hormis quelques imperfections techniques, la deuxième partie dévie complètement. L'auteur, considérant que les données satellites ont été fabriquées par les Américains, il part alors d'une hypothèse qui n'est pas en mesure de prouver, justement. Pour contourner l'impossibilité pour le Boeing 777 d'être encore capable de voler à l'heure de l'observation des Maldives, il a alors eu l'idée d'imaginer que l'avion se serait posé à Diego Garcia, soi-disant afin que les Américains puissent récupérer un chargement important qui était à bord. Encore une histoire de chargement suspect. C'est parfois surprenant de voir comment les théories des uns peuvent alimenter les théories des autres. D'autant qu'il n'apporte pas non plus la moindre preuve de ce que peut être ce fameux chargement. Pour François Renaud, l'avion aurait ensuite redécollé directement vers les Maldives pour être améri loin de toute observation. Seule explication selon lui pour que l'avion puisse être observé à cette heure-là aux Maldives, car en étant au sol à Diego Garcia, il aurait ainsi économisé du carburant, forcément. Sauf que j'ai du mal à comprendre pourquoi l'avion aurait survolé les îles au risque d'être vu, alors qu'il aurait ça aurait été tellement plus simple de partir vers le sud de Diego Garcia, là où il n'y a plus rien, et personne n'aurait vu l'avion. Le problème avec ces théories, c'est que quand on part d'informations incorrectes, on ne fait que déformer encore plus la réalité. D'autant que ni Marc Duguin, ni François Renaud n'apportent la moindre preuve de ce qu'ils avancent. Alors Marc Duguin s'est depuis éclipsé, soi-disant il aurait reçu des menaces de mort. Bon, mais je pense qu'il a surtout pris conscience que son scénario ne tient pas la route face aux éléments qui ont été connus même par la suite. La désinformation, même si elle n'est pas nécessairement volontaire ici, montre que chacun peut aller de sa théorie, mais comme souvent dans ces théories, si la démonstration paraît plausible, si on se cantonne au contexte fixé par leurs auteurs, une analyse factuelle et technique peut facilement venir les décrédibiliser. Le problème est, comme toujours, la capacité du public à appréhender ces faits et explications techniques encore plus quand vous vous êtes déjà forgé une opinion. Pour conclure, comment sensibiliser le public à ces dérives d'informations concernant le MH370 ? Alors, difficile à dire, car la méthode ne touchera pas nécessairement certaines personnes de la même manière. Le fait de faire cette vidéo est déjà une façon de combattre ces pratiques en faisant prendre conscience au public que ces informations ne sont pas correctes et qu'on a affaire à de la désinformation, ou de la malinformation, ou de la mésinformation. Je vous laisse en juger. Quoi qu'il en soit, c'est déjà le travail que j'essaie de faire dans mes vidéos sur ma chaîne, pour tenter de sensibiliser le public à tout ça et de vous apporter des éléments concrets, vérifiés, et vous faire bien prendre conscience de ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce qui est du ressort de l'interprétation, ce qui est du ressort des hypothèses, ce qui est du ressort du complètement sensationnel. Néanmoins, je sais que cela ne suffira pas à convaincre d'autres personnes plus accrochées à leur certitude, voire
qu'il sera impossible de les remettre sur le chemin de la raison. Mais qu'importe, la graine aura été plantée, et peut-être que ça germera dans le futur. Mais le meilleur moyen de les convaincre reste avant tout que l'on trouve l'avion. Je vous remercie pour cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet.